Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Moi, par Alan, on se regarde tout le temps. C'est lequel le premier qui dit bonsoir, puis c'est tout le temps Alan, finalement. Mais c'est correct, au moins vous vous regardez, c'est la bonne nouvelle. On a un bon contact visuel, c'est quand même intéressant. Vous êtes poli, voilà. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va en pleine forme. Petit bout quand même. Ouais, mais correct. Ouais, correct. C'est comme je te dis aujourd'hui que je te jasais, je fais comme le mois de juin, il est où, hein? On l'a pas vu passer. Hein. On en a profité le maximum qu'on pouvait. Ça, c'est une chose est sûre. Ouais, ça doit être. Ben, on n'a pas le choix parce qu'après ça, on va avoir de la pluie. L'été au Québec. Ouais, si t'as du soleil pendant 3 semaines, là, t'es sûr que tu payes pour le reste. Et ta boîte. Ça a décalé vers la droite. C'est pour ça. C'est parce que maintenant, le mois de septembre, c'est anciennement ce qui était le mois d'août. Ouais, puis on a un mois de mai qui est... C'est vrai quand même, tu regardes ce qui se passe, là, c'est une tendance mondiale, la droite. Oh, quel beau lien politique dans ce podcast qui ne parle pas de politique. Cela étant, avant qu'on se lance dans nos grands sujets, et en particulier The Acolyte, qu'on a tous visionné malheureusement. D'ailleurs, est-ce que Saint-Pierre peut nous rembourser le temps qu'on a passé là-dessus? Absolument pas, parce que je vais peut-être écouter des épisodes pour une deuxième fois. Hein, tu vas faire ça? Non, c'est une joke, je ferai jamais ça. C'est un grand malade. Mais on va parler de ça. Mais juste avant, j'aimerais quand même vous entendre sur les nombreuses photos qui circulent actuellement Superman. du nouveau costume de Superman. Je suis content, je veux qu'on en jase. Ouais, mais je veux qu'on en jase du look en général. Puis? Ben, moi, je suis content, c'est ça que je voulais. C'est un Superman qui est brillant, c'est clair, les personnages ont l'air à avoir du fun, on voit ce qui se passe. Je suis confiant. Moi, je trouve toujours que c'est le problème de ce type de costume-là, parce que malheureusement, ça ressemble au dernier costume qu'il y a dans les films de Marvel, où tu vois qu'ils sont faits en tissu, qui sont plus cheap, puis tu fais comme, à l'écran, ça va mieux se transposer, puis tu fais comme, ah non, ils ont des plis partout, puis ça a de l'air cheap. Ouais, mais je pense qu'ils vont les corriger, genre en post-prod. Oui, j'espère, parce que tu check le dernier de Marvel, c'est cheap as fuck. Il n'y avait pas de cap dans celui de Snyder. C'était une cap faite en CGI. Fait que ça dépend des plans. Là. Il y a des plans où il y avait effectivement une cap. Par contre, moi, la chose que j'ai peut-être la critique à faire du côté de ce costume-là, c'est la texture. Là, l'espèce de... On dirait qu'ils se sentent obligés quand c'est un film là, de mettre de la texture, puis des petits détails, puis des grains, puis des scriptures, puis des affaires de même. C'est pas tant nécessaire. Tu sais, je veux dire, le costume de Christopher Reeve il était slick, puis c'était bien correct. Brandon était slick, puis c'était bien correct. Là. Ben, Reeve, je l'aime au niveau des couleurs, mais j'ai tout le temps trouvé qu'il ressemblait à un costume d'Halloween, genre, que t'achètes chez Jean Coutu. Là, j'ai moins ce feeling-là un peu, mais oui, je suis d'accord, ça a l'air d'un costume qu'ils ont emprunté chez Marvel, puis qu'ils ont mis aux couleurs de DC. Mais s'ils peuvent aller chercher ce qui fonctionne, puis qui est beau chez Marvel, puis le transposer, on le prend. Bonne nouvelle. Sa coiffure va passer à travers les hanches. En Clark Kent. Hey, ça touffe de Patrick Mahomes. Hein? C'est pas beau, puis j'aime pas ça. Ça, c'est l'affaire qui me déplaît, mais en même temps, tu sais, le but, c'est supposé être que Clark Kent passe incognito. Puis tu sais, on a toujours ri un peu du fait que c'était juste des lunettes, lunettes, une paire de lunettes, puis que personne ne le reconnaît. Là, il y a vraiment un look différent quand il est en Clark Kent, puis en Superman. Et j'aime les éléments qu'on amène aussi, dans le sens où le costume est un parfait mélange entre le classique, ce qu'il y avait dans New 52, l'espèce de collar, là, le collant. Ouais, le collet, la cape un peu plus haute, les boxeurs. Ouais, les boxeurs qui reviennent, parce que dans New 52, il n'y en avait pas. Non, je pense que c'est bien réussi. Et moi, ce que j'attendais le plus, parce que quand on a eu le premier teaser, souvenez-vous, je trouvais ça encore trop dark. Ouais. Et je voulais que les couleurs soient pétantes. Et ça, par exemple, je suis satisfait. C'est un rouge pétant, puis c'est un bleu, tu sais, quasiment en poudre. Là. C'est ça qu'on veut. Là. Je veux qu'il brille. Ça devrait être le cas. En tout cas, le tournage finit cet été. Ça fait que normalement, l'automne, on devrait avoir une première bande-annonce. C'est que c'est quand on va voir bouger qu'on va pas avoir une meilleure idée. C'est vrai, parce que les effets de vol sont quand même importants aussi. Là. Ouais. Tu sais, Man of Steel, j'y ai jamais véritablement cru. Puis
du visuel des photos qui sont prises sur un set, c'est jamais le rendu qu'on a à l'écran non plus. Là. Faut J'ai encore cette inquiétude du trop grand nombre de personnages qui est impliqué sans avoir véritablement d'origin stories. Est-ce que le monde va suivre ça? T'sais, Mr. Terrific, là, je veux dire, même moi, comme lecteur de DC, c'est pas un personnage qui m'allume puis qui m'excite. Là. Ouais, mais quand tu lis, comment ça s'appelait, la série d'Adam Strange que Tom King a faite, même si t'es pas familier avec le personnage, tu sais, il te l'apporte puis en 10 pages, t'es rendu un fan. Mais il me semblait que Crossbone était mort. Crossbone. Ah, c'est vrai qu'il ressemble. Hein? Ben, c'est parce qu'il est habillé pareil, Chris. Oh, c'est la même affaire. Frank Grillo restera Frank Grillo rendu là. Ouais. Ouais, non. Mais écoute, la Lois, ça marche. Le Perry White aussi. J'ai hâte de voir maintenant, comme tu dis, la première bande-annonce qui va nous donner une bonne idée de en mouvement, ça a l'air de quoi. Puis les couleurs, hein, le choix de comment. Parce que tu sais, Man of Steel, quand tu vois les images du tournage, le costume, il est beau, là. Oui. Il est correct, les couleurs sont correctes. Oui, c'est un peu dark, mais pas tant. Mais dès que tu passes le filtre à Schneider là-dedans, c'est là le problème. Là. Ouais, puis quand tu checkais sa version de Justice League, le costume noir était pratiquement plus lumineux. Oui. Yeah. Il était tellement noir qu'il était blanc. Ouais, presque. C'est quelque chose. Mais j'ai effectivement hâte de voir la bande-annonce. Puis parlant de bande-annonce, l'espèce d'affaire que j'ai pas suivie, peut-être qu'Alan a la réponse pour moi, là, mais comment ça se fait que l'équipe de Batman The Animated Series sont rendus avec Amazon? C'est parce que c'était Max qui l'avait rejeté. C'est qu'il était en mode de grosse coupure, puis il coupait tout ce qui est au niveau des animations, parce que c'est un running gag avec Saxlav. Maintenant, si c'est une animation, tu vois pas de la merde, puis je te crise dehors. Ok, puis c'est Amazon qui récupérait ça? C'est un produit Max, mais c'est ça, comme Alan dit, il préférait le vendre à un compétiteur. Puis même, présentement, qu'est-ce qui se passe avec Max? Les prochaines séries de DC qui vont sortir à la Green Lantern et compagnie, vu que c'est des compagnies, c'est des grosses productions, ils switchent à HBO. Ça fait que dans le fond, Max va devenir CW, parce que CW n'existe plus vraiment. Ok. Puis HBO va ramasser de toutes les tentpoles, tout ce qui coûte cher. Ça fait que Max est en train de disparaître. Parce que c'était un média qui était pas rentable. Puis tu as déjà une plateforme qui est surperformante, puis qui rapporte de l'argent avec HBO. Ça fait que à quoi ça servait d'avoir une nouvelle marque qui finalement est le même propriétaire. Puis si tu essaies de vendre le bundle, tu fais juste augmenter ton prix, c'est que tu gagnes personne. Puis on va y être gagnant parce que vous avez probablement vu, ils ont annoncé que la série de Green Lantern, ça devenait une série HBO, une mini-série 8 épisodes. Fait avec la team qui sont en arrière, moi je suis excité comme c'est pas possible. Sauf que, tu sais, être Amazon, je suis mort de rire, là. Tu te ramasses avec Bruce Timm, son animation... Sur Prime, t'as déjà Invincible, t'as déjà peut-être une base de fans de ce genre de truc-là qui est déjà chez vous. Puis là, tu vas y nourrir avec Batman de Cape Crusader. Mais t'es mort de rire. Quelle bande-annonce, quand même. Incroyable. Il l'avait déjà fait l'an dernier avec les films de Noël de Batman qui était vraiment génial. Ouais. Là. Moi, avec Arthur, on doit l'avoir écouté 20 fois. Là. Moi, je l'ai pas aimé. Cool. J'ai pas aimé ça. Le style d'animation me plaît pas, mais moi, j'ai vraiment capoté sur le film. Le style d'animation était terrible, là. C'était genre 2 enfants avec des crayons de tigre. Là. C'était pas... Toutefois, Cape Crusader, l'animation, on avait vu des photos, des character design, on avait des idées, mais moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait « OK, c'est The Animated Series 2.0. » Littéralement. Et puis le Two-Face, c'est-tu écœur, hein? Ah, ça va être un beau Hero One, tu sais. J'aime le côté qui est un peu plus dark. Ça a l'air quand même relativement bien violent. J'ai aimé l'allure de la Catwoman. Oui. Harley Quinn, je suis curieux de voir parce qu'ils réinventent le personnage, puis je comprends pourquoi ils le font, parce que veut pas, eux autres, ils ont créé un personnage qui est devenu iconique pendant les 30 dernières années. Un des rares personnages qui est passé de la télé au comique. Ouais. Exactement, puis qui a passé de vilaine à de revenir anti-héros d'une certaine façon. Trop populaire, il n'y avait pas le choix. Exactement, donc... Personnage qui est devenu littéralement aussi une icône de la communauté LGBTQ. Là. Ils ont décidé d'en faire une membre de la communauté en plus. Ils ont fait du chemin en tabarnache avec Harley Quinn. Et veut pas, ils doivent aussi rencontrer un public qui va la rencontrer peut-être pour une des premières fois dans le nouveau film de Joker. Je sais pas, je sais que les portées d'Halloween et je pense que toutes les filles la connaissent. Oui, effectivement. Il y a eu un Halloween où c'était assez quelque chose. Mais non, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Puis que Bruce Timm soit là, on est en confiance. Là. Ouais. Je pense pas que ça va être mauvais. Ouais, puis c'est quoi? C'est J. Jambram puis Matt Reeves qui sont en production. Là, ouais, effectivement. Donc ça risque d'être un produit intéressant. Fait que c'est à surveiller 1er août, c'est ça? Hein? Exactement. On a hâte. Oui, j'ai hâte. Puis Green Lantern, peut-être un dernier mot. Tu me dis, c'est qui est derrière ça? Tom King, qui va écrire. Puis il est avec Lindelof, le gars derrière la série de Watchmen, derrière Lost, derrière The Leftovers, qui est phénoménal comme série. Moi, j'adore à peu près tout ce qu'il fait.
le fait qu'il soit associé au projet, je capote bien raide. Puis ils l'ont dit, ils veulent faire une enquête policière à la True Detective. Exactement, la True Detective, mais dans l'espace. Ah, ça peut être que ça a du potentiel, ça, là. Parce que c'est ça, c'est une force de police, Green Lantern. Quand tu y penses, là, c'est l'origine, c'est ça. Là. Ouais, mais veux pas. Si tu vas sur quelque chose, c'est des policiers, on est là pour faire régner là. Ils ont des secteurs. Si tu y vas là-dessus, au moins tu peux couper un peu ses effets spéciaux. Puis c'est cool parce que, tu sais, pendant qu'ils développaient Marvel, puis qu'ils avançaient tranquillement avec les personnages, avec le projet, à un moment donné, ils disaient, tu sais, Guardian of the Galaxy va apporter le côté cosmique. C'est l'espace, puis ça va se rejoindre. Ça a pris du temps, ça a été difficile à se joindre, mais tu sais, finalement, ils ont réussi. Là, c'est comme si, tu sais, ils ont pris le temps de le mapper. James Gunn, il l'a dit au début, tu sais, il y a des trucs qui vont se passer dans Superman. Green Lantern va apporter ce côté-là, genre. Puis c'est important aussi dans DC que le côté cosmique, galactique, ben là, Green Lantern, ils vont pouvoir apporter ces éléments-là puis teaser peut-être ce qui va se passer dans le film de Superboy. Attends, parce que la série va être reliée à l'univers de Gunn. Même les dessins animés c'est Gunn qui produit la série. Les dessins animés que tu checks sont liés. Tout peut avoir. Tu sais, comme il dit, tout est stand-alone, mais tout a un lien. Pas sûr, j'aime ça. Marvel essaie de nous faire croire que tout était connecté, puis on a vu qu'est-ce que ça a fait, là, mais je pense au moins, ils ont le mérite de dire que tout peut être connecté, mais ça l'est pas vraiment. Ouais. Comme ils ont fait avec la bande dessinée, finalement. Ouais, parce que dans le dessin animé qui va sortir de prochainement, là, il y a des acteurs qui vont faire du live action qui font des voix de personnages. Là. Ah, ça, c'est quand même intéressant, par exemple. Ça te donne un point de... on voyait, parce que dans le fond, dans Creature Commandos, qui va être la première série de son univers, là, la série animée qui est une espèce de Suicide Squad, là, les personnages qui font les voix, ils sont déjà, comme Alan dit, ils vont faire les personnages, puis on sait déjà que Frank Grillo fait le père de Rick Flag dans la série, puis là, l'acteur est casté, on le voit dans Superman. Fait qu'il y a déjà des liens. Tu sais, Gunn, il veut que tous les projets soient connectés puis que les gens viennent. Ça va être compliqué sur le long terme. Moi, je pense qu'ils vont se casser les dents. Mais au début, on va avoir du fun. Genre, les 5 premières années, là, ça va être cool. Un peu comme Marvel. Ouais, mais Marvel, au début, c'était pas ça. Ils s'essayaient. Ça a pris du temps avant qu'ils trouvent le rythme. C'est un long processus, Marvel. Oui, mais c'est les seuls qui ont réussi. Ben, ça a marché pendant 10 ans. Non, quand même. C'est un bon 10 ans. Moi, je considère qu'après Endgame, c'était terminé. La run, il faut l'avoir comme ça. Puis Endgame, c'était tu sais, le film a une tonne de qualité, ce que je considère dire que facilement la moitié, que c'était ça. C'était pas terrible. Là. Ben, c'est parce que le problème, c'est qu'ils sont tombés dans l'auto-satisfaction, puis l'auto-congratulation, puis on revisite nos affaires, puis on est bon, on est beau, puis on va fermer ça grandiose. Il y a une espèce de refus d'essayer des trucs différents avec Marvel aussi. C'est Disney qui est derrière. Fait qu'eux autres, quand quelque chose marche, ils veulent pas faire autre chose, mais là, maintenant, après 50 films de super-héros d'origine, t'as fait le tour, tous les films sont pareils. Là, ils nous avaient promis une phase 4 ou 5 où on allait avoir Shang-Chi qui est un film de Kung-Fu, puis Doctor Strange qui est un film d'horreur, puis on va aller ailleurs. Puis au final, tous ces produits-là ont un petit peu trempé le doigt dans un autre genre, mais ils sont vite revenus, puis ça n'a pas donné de suite. C'est que j'ai hâte de voir Hercule. Mon Dieu, c'est encore serrant, ça. il est avec Blade, là, en production L. Puis l'autre, comme Jon Snow, là, il a le temps de mourir 100 fois. Mon Dieu, puis, voyons, c'est Harry Styles qui est apparu à la fin des Eternals. Et Charlize Theron aussi, à la fin de Doctor Strange. Oui. Parce que ça aussi, là, c'est pas mal tout mort. Là. En tout cas, c'est pas fort si c'est pas mort. Là. OK, on passe à notre grosse pièce. Ils sont dans le film avec Kang, ça. Ils sont sur l'île de Jeffrey Epstein avec Kang. Et 3-4 footballeurs. OK, on passe à notre pièce de résistance. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est un épisode qui va parler de Star Wars. Vous le savez, on aime ça. Puis, ils nous sortent toujours des nouveaux produits, donc on n'aura pas le choix d'en parler. The Acolyte, qui était probablement la série que j'avais moins le goût de voir au monde parce que on s'en allait 100 ans avant le prequel. Carrie-Anne Moss, ok, c'est une petite excitation. Le gars de Squid Game, ok, mettons. À part ça, j'avais vraiment hâte de voir comment ça allait se dérouler. Et surtout, je pense que la question qui est au centre de cette série-là, pour tout le monde, c'est de savoir comment ils vont jongler avec le fait que dans les prequels, ils ont vraiment mis ça important, le fait que les Sith étaient disparus depuis près de 1000 ans. On se doutait bien que c'était pas vrai, mais comment on allait jongler avec ça? C'était les
ça donne le feeling que c'était le prequel des prequels. C'était comme dans le nouveau Star Wars, là, on s'en va avant. Là, on n'est plus dans Mando, on n'est plus dans Rogue One, tout qui se passe entre des choses qu'on a vues. On va aller avant. À l'époque où les Jedi règnent sur la République et ils ont presque un contrôle absolu sur le destin d'à peu près tout le monde. Ouais, une genre de police religieuse de la pensée, sectaire qui enlève des enfants, puis qui se complaisent, puis qui s'aiment, puis qui s'auto-admirent, puis qui se servent jamais de leur sabre laser, qui sont devenus des lampes de poche. Et puis, dans peu importe le sens de leur vie, on touche pas à son sabre laser. Jamais. Puis, ça, c'est un des éléments que moi, j'aime dans cette série-là. T'sais, les Jedi sont comme ça, puis ils nous présentent une autre faction, on va les appeler comme tout le monde les appelle, les sorcières lesbiennes de l'espoir. De l'espace. de l'espoir. Moi, je suis comme, c'est cool. Jean-Nic a beaucoup de quoi nous dire, je pense. Ouais. T'as de l'espoir, pourquoi, Jean-Nic? J'aime ça, moi, les sorcières lesbiennes. Les sorcières lesbiennes, ça t'excite? Mais je trouve ça cool que, tu sais, comme OK, c'est une faction religieuse, les Jedi, où ils sont rendus. Ben là, on voit une autre faction qui font comme la Force, là, vous avez pas la main mise là-dessus. Là. Il y a d'autres gens qui peuvent l'utiliser, il y a d'autres croyances par rapport à ce que c'est, comment l'utiliser. Puis, tu sais, c'est pas il n'y a pas rien que les Jedi. Puis là, j'étais comme, OK, cool, il y a cette approche-là. Oui, mais je te dirais les fleurs, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette série-là. Puis évidemment, tu sais, tout... Ça revient un peu à ce qu'on dit quand on parle des prequels, quand on parle de l'univers étendu, quand on parle de... Tu sais, il y a des choses qui sont mieux d'être laissées à l'imagination dans la vie. Est-ce que j'avais vraiment nécessairement besoin de voir les Jedi à leur highest point dans l'univers? Ben, t'avais besoin de savoir pour qui s'appelle Solo. Moi, personnellement, ça me fait de la peine de savoir qu'il était seul au monde. Ils répondent à des questions qui nécessitent pas nécessairement de réponse. On va se le dire, là. N'empêche, on l'a à série, regardons-la de quoi ça a l'air. Bon, premier épisode, première chose, première complainte, ce ne sont jamais des jumelles. Ça peut pas être des jumeaux. La réponse à ta twist, ça peut pas être ça. Même Night Shyamalan l'a compris. Mais ça, là... Ça a jamais été fait dans cette... Oh, wait. Luc, puis Léa. On apprend ça, honnêtement, là, dans nos cours de production écrite en 4e année. Il y a deux choses que moi, mon prof m'a dit. Un, ce n'est pas un rêve. Deux, ce n'est pas des jumeaux. Ce n'est pas des jumeaux. Et ils ont commencé avec ça. Moi, j'espère encore le rêve dans le prochain épisode. Mais pourtant, c'est des triplets. Dans plusieurs sites que je visite, les jumelles, c'est vraiment toujours le plot twist le plus intéressant. Non, moi, ces temps-ci, c'est les belles filles, belles sœurs, beaux frères, puis c'est plus... Mon série de recherche est plus vieux que le tien. Oui, je pense que ça fait longtemps que t'es pas allé sur ces sites-là, Alan. Je te conseille fortement d'aller faire un tour ce soir. Tu vas voir que ça évolue un petit peu. Je vais mettre à jour. Ça a changé un petit peu maintenant. C'est beaucoup la famille. Je sais pas pourquoi, là, d'ailleurs. Je comprends pas de quoi vous parlez. Moi, l'Internet, j'utilise ça pour lire des nouvelles sportives. En passant, c'est les mêmes vidéos, hein. Ils ont juste changé le titre. Ils sont passés de 2 jolies lesbiennes sexy à 2 demi-sœurs dans le sous-sol de leurs parents. Et personne ne comprend pourquoi. Puis tout le monde reste pogné dans les appareils électroménagers. Il y a et que les laveuses sont rendues petites. Il y a juste son clubette dans Madame Web qui comprend. Ok, bon, fait que The Acolyte, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ok, j'ai commencé le premier épisode. J'avais un petit peu d'espoir parce que, tu sais, la Haute République, à l'époque où les Jedi régnaient, j'ai fait, je vais checker ce qu'ils veulent aller là-dessus. Mais après Obi-Wan, j'avais plus beaucoup d'espoir. Bon, là, je te le dis tout de suite, là, Obi-Wan, moi j'aimais ça. Bon. Ah, ça je sais, sauf que là, le premier épisode commence, c'est slow-mo. Les acteurs sont pas très très bons. Le gars de Squid Game, tu te rends compte que la plupart des lignes, ils les ont lues tout seul parce que c'était trop long, puis les acteurs se sont endormis, ça fait qu'ils ont enregistré ces lignes, puis ils les ont collé d'un autre montage. Hey, c'est pénible, hein, pas petit. Heureusement qu'il y a beaucoup d'écran vert. Il y a des scènes où il parle, puis c'est pas lui qui est devant la caméra. Il filme genre la petite fille, puis tu l'entends parler en arrière parce que ça a pas marché, il y avait rien à faire. Seigneur. Mais c'est terrible. Mais tu sais, je veux dire, ils ont donné combien de temps pour apprendre l'anglais, là? Il y a un mois, 2 mois. Il l'a pas appris, puis c'est pas de sa faute. Là, ils sont allés le chercher, ils ont proposé, lui il serait contre pas accepter, il devait être super bien payé pour faire ça. Moi, dans ma tête, j'étais là,
je sais pas, il va y avoir des chorégraphies le fun. Tu vas chercher. C'est un bon acteur dans sa langue, mais là, tu peux pas lui demander de lire des trucs dans une langue qu'il connaît pas, puis qu'on s'en rendra pas compte. C'est ça, parce qu'il y avait aucune improvisation dans l'acting. Déjà que les acteurs étaient pas bons, là, c'était les lignes qui étaient lues, c'est que puis si jamais il y avait quelque chose qui sortait un petit peu, il n'y avait pas le choix de recommencer parce que lui pouvait pas assez d'aligner puis d'arranger sa ligne de texte. Ça fait que c'est la fausse bonne idée. C'était la fausse bonne idée. Et là, tu fais comme, OK, on va donner une chance parce qu'effectivement, tu comprends pas que tu cherches l'acteur, mais tout est écrit tout croche et d'une faiblesse. Les personnages sont pas intéressants du tout. Et comme Martin a dit, t'arrives à la fin, puis c'est une histoire de jumelles. Et là, tu fais comme, OK, c'est pas plus compliqué que ça. C'était juste ça, tu sais. C'est pas genre double personnalité, c'est pas genre un métamorphe, c'est pas... J'ai cru longtemps, les deux personnalités. Là, puis là, Sophie me disait, c'est impossible, là, ils sont là en même temps. Puis là, j'étais là, lui, tel personnage, il y a peut-être quelque chose à cacher. Non, c'est des jumelles. C'est des jumelles. Fait que là, il y en a une qui est méchante, puis il y en a une qui est bonne, puis là, on comprend qu'il y a eu un feu, puis qu'on pensait qu'elle était morte. D'ailleurs, la variation du nombre de Jedi qui savaient qu'il y avait des jumelles est assez intense. Hein? Ah, mais effectivement, par plus, il y en a une qui est une astromech. Puis, tu sais, je veux dire, elles sont puissantes, les sorcières lesbiennes de l'espace. Là, sont capables de s'inséminer elles-mêmes par la force pour donner des enfants tellement ils sont cool. Par contre, dans la construction, ça n'a pas l'air facile parce qu'un château de pierre passe au feu en 15 minutes parce que quelqu'un a allumé une brindille. C'est ça le problème. Tu sais, t'arrives après sur le deuxième épisode, il continue sur l'histoire des jumelles, et là, tu te rends compte, ben, tu sais, parlons de la finale du premier épisode avec Carrie-Anne Moss. La pauvre Carrie-Anne Moss qui a littéralement encaissé un chèque et a juste crissé le camp. Ils l'ont attaché avec des cordes, ils l'ont fait flipper dans les airs 3 fois, puis une dague de 3 pouces, non, 2 pouces et demi. Ah, à peu près. Il l'a tué. Dans un univers où ça fait 4 séries de films, où il y a eu 5 personnes qui ont survécu. T'as eu la petite Mandalorienne dans Ashoka, t'as eu Reva, le Grand Inquisiteur, lequel que t'as aussi qui a survécu. Kylo Ren a survécu. Darth Maul s'est fait couper en deux puis dropper dans un réacteur puis est revenu. Là. Oui. Elle est tombée dans la catégorie Qui-Gon Jinn. Ouais. Ben moi, c'est le running gag que j'ai, c'est que Qui-Gon, qui va voir son Force Ghost, va faire il est pire que moi. Là. C'est terrible. Et le pire, c'est que la chorégraphie en tant que telle, on aurait dit que quelqu'un est allé voir Carrie-Anne Moss, puis lui a dit, hey, y a-tu une chorégraphie dans le dernier Matrix que t'as pas eu le temps de faire? Que t'as appris. Que tu connais, là. Puis elle dit, oui, j'en ai une. Parfait, on va la faire, puis on va te payer pour, tu sais. La pauvre est sous-utilisée, là. C'était probablement le meilleur potentiel de cette série-là. Et mourir de toute façon tellement pathétique en retenant une dague qui a été tirée sur l'autre. C'est parce qu'elle n'est pas capable de faire 2 choses en même temps rendu là. J'y crois comme plus, mais moi j'étais là. Ah, c'est intéressant. Il nous présente des personnages, il les tue, mais là, après, on va voir. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est clairement annoncé, il se reproche quelque chose, il est arrivé un événement. Là, on va voir à travers les flashbacks la relation que ces personnages-là avaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si terrible? Puis on va apprendre à les connaître, Carrie, puis là, l'humour va vouloir dire quelque chose. Ouais, mais là, plus on avance, je fais comme, non, les personnages sont littéralement oubliés. Ils sont juste morts. Ils servent à rien. Le deuxième épisode, l'épisode commence avec justement la jumelle Evil, qui veut infiltrer un temple de Jedi, engage une petite fille pour péter le système de sécurité pour rentrer à l'intérieur. Elle pogne le Jedi qui fait une méditation, pas capable de le tuer parce que pendant qu'il est en méditation, lui, il se crée comme une bulle de protection, ça fait qu'il n'y a pas rien qui peut te toucher. Là, tu fais comme, ok, c'est audacieux, mais sérieusement, ces Jedi sont capables de faire ça, sont tous invincibles. C'était dans Darth Vader qui avait fait ça, je pense. Ouais, bah, d'une certaine façon. Dans la série comique, là, quand il va chercher son sable laser, c'était Charles Soule qui avait écrit ça, je pense. Puis le sable laser qu'il va chercher, c'est justement un Jedi qui a évité la purge parce qu'il était dans ce phénomène-là de... On se retire pendant 10 ans, puis genre personne ne peut nous parler, puis il se passe rien. Et là, elle n'est pas capable de le tuer, ça fait que là, il y a d'autres Jedi qui se rendent compte qu'il y a une entrée pour infraction, puis ils veulent l'arrêter. Et là, il rentre, la Jedi, la méchante a disparu. Pour se rendre compte qu'il y a un toit ouvert de 20 mètres de gros ouvert en haut, puis elle s'est sauvée par là. Et qui est curieusement pareil au logo de la série. Il y a un toit ouvrant au-dessus du Jedi. Elle s'est sauvée par là, sans aucun système de sécurité, mais il a fallu qu'elle passe par l'entrée principale. C'est parce que c'est qu'on veut montrer le lazy writing que dans cette série-là, c'est que même que le réalisateur fait son sketchbook,
Il sera même pas contre. C'est l'équivalent dans des comédies qu'on voit genre des personnages qui essaient de passer par-dessus un mur trop haut, puis que là tu te rends compte que genre 1 mètre à côté, ils pouvaient faire le tour, puis ils seraient allés. Il y a des fois par contre que tu peux ignorer tes surroundings, un peu comme Spielberg avec le T-Rex dans Jurassic Park, où il y a quelqu'un qui lui avait dit, c'est parce que 2 minutes avant il n'y avait pas de fosse, là il y a une fosse, pourquoi il y a une fosse, puis Spielberg lui avait répondu, il y a aussi un dinosaure. Dans le sens où lui, il en avait besoin pour la scène qu'il voulait montrer, pour ce qu'il voulait faire. Puis lui, le pari qu'il avait pris, c'est le public va suivre parce que c'est cool et excitant. Bon, peut-être que c'est un mauvais parallèle avec un toit ouvrant, là, mais tu sais, il y a des fois où tu peux faire des contorsions sur la façon dont c'est, tu sais, pour permettre à l'histoire d'avancer ou pour avoir une séquence qui est cool ou pour avoir quelque chose qui est un payoff, tu te dis... Mais il faut pas que ça soit aussi... Ces erreurs-là doivent pas être au centre de ton intrigue. Non, c'est ça, faire diverger ton... Le problème avec cette série-là, c'est que tu prends Obi-Wan avec l'histoire du feu puis de la clôture, qui a des plans de chaque côté. T'sais, ils sont pas à la première aberration de réalisation dans Star Wars, les séries TV. Donc, c'est une suite, là. C'est une suite logique où ce que tu te rends compte que le monde, ils réfléchissent pas qu'ils font ces séries-là. La barrière dans Obi-Wan. C'était ridicule, là. C'était n'importe quoi. Il avait juste à passer à côté, là. Puis c'est doublement triste parce que, tu sais, on parlait tantôt des appréhensions. Quand on l'a commencé, là, je savais pas. Puis là, j'ai comme fait, la showrunner, c'est la fille derrière Russian Doll sur Netflix. Puis moi, j'ai capoté cette série-là. C'est un petit chef-d'œuvre. C'est super bien écrit. Les personnages sont vraiment hot. La trame sonore est malade. Puis là, j'étais là, elle est allée s'amuser dans l'univers de Star Wars. Puis là, j'étais comme, finalement, je suis... Là, la série a commencé. Puis là, je suis comme, what the fuck, elle s'est perdue là-dedans. Il n'y a aucun de son talent qui brille. C'est du monde qui maîtrise pas le matériel puis ils vont chercher pour leur talent artistique. Mais c'est du monde qui se débrouille, qui ont une carte blanche puis ils créent leur univers. Quand ils travaillent avec des barèmes puis des frontières qui sont délimitées, c'est sûr qu'ils vont se perdre parce que c'est du monde qui sont habitués de créer leur propre univers. Donc, si tu leur mets des règles puis des lignes à respecter, c'est sûr que ça va surtout que j'ai l'impression... Ouais, mais surtout que j'ai l'impression que quand ils arrivent sur ces projets-là, ils ont déjà un début puis une fin. C'est genre, tu vas commencer là, puis on va arriver là. Ouais. Fait que tu sais, c'est dans le tabarnak de tricoter là-dedans, là, quand tu sais où ce que tu vas t'en Ils peuvent pas inventer ce qu'ils veulent, parce que... Ils vont te dire ce qu'il y a un canon à respecter, puis une ligne chronologique à respecter, donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais même à ça, tu peux quand même trouver le moyen de rendre tes personnages attachants. Tu sais, il y a du potentiel là-dedans. T'as le gars de Squid Game, t'as Carrie-Anne Moss, t'as la petite fille qui faisait X-23 dans Logan... même Yord, qui était il y avait un potentiel, puis on en reparlera plus tard parce qu'il est arrivé quelque chose dans l'épisode 5. Ouais, mais quand même, il y avait un chess plus intéressant que Kylo Ren en plus. En plus, tu sais, il y avait des bons personnages. Premièrement, il y en avait trop. Là, à un moment donné, j'étais inondé, puis là, le clin d'œil de la fille qui est dans le livre de High Republic, puis là, à un moment donné, ça devenait confus, là. J'étais comme, là, qui Kaklang, puis Kakokwox, puis Kokli-Kaklux, là, j'étais comme... Là, on peut-tu se concentrer sur un ou deux personnages, puis tu sais, faites-nous-les avancer tranquillement, pas vite, là. Oui. Puis tu sais, c'est ça. Puis les personnages qu'ils nous présentent, ils sont tellement présentés vite, sans personnalité, qu'il y a un autre problème. Quand elle s'est rendu compte qu'elle fait pas de suite Jedi, qu'elle est en méditation, elle va voir un gars c'est lui qui donne ses contrats, comme dans Assassin's Creed. Le même principe, tu vas voir le gars, puis c'est lui qui donne les items pour commettre ton assassinat, puis qui dit comment faire. Et là, tu vois, elle passe tellement de temps avec le gars, puis possiblement, c'est le personnage le plus charismatique de la série. Tu fais comme, Chris, c'est le méchant, c'est le Sith. Ah oui, il te présente littéralement 2 seuls personnages qui travaillent avec le méchant. Puis là, c'est lui, l'apothicaire, il pose des questions. T'as-tu pensé faire ça? Je vais te faire une potion pour essayer de l'empoisonner. Tu sais que le maître aime ça comme ça. Puis tu sais que le maître fait ça. Comme ça. Puis là, c'est comme, non, c'est clairement lui, mais genre, ça se peut pas, c'est trop idiot, c'est trop dans ta face qui te le présente comme ça. Puis là, j'étais là, ils vont trouver un twist. Il faut qu'il y ait genre un niveau 2, un niveau 3 pour que ça soit autre chose que ça. Non. L'affaire, c'est qu'ils ont voulu faire écho à Palpatine. Qui se cachait direct dans le Sénat. Mais Palpatine l'a fait. Puis il peut être le premier à y avoir pensé. T'sais. Il peut être le premier à l'avoir fait. Peut-être que les Sith étaient mauvais justement parce que jusqu'à Palpatine, personne n'avait pensé à faire ça. T'es pas obligé de toujours faire écho à quelque chose qu'on connaît. T'es pas obligé de te dire... Hey, les Sith, dans le fond, là, ils peuvent être... ils sont dans tes alentours tout le temps. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé d'être effectivement, mais qui aurait pu croire que le gars qui a passé un empire intergalactique était un Sith? Bonne question. Mais c'était Steve.
C'est Steve. C'était pas Steve, c'était Steve. Mais bref, ce gars-là, dès qu'on le voit, d'abord, il a un feeling. D'abord, c'est-tu le fils illégitime de Ezra Miller? Il y a des airs un petit peu. C'est incroyable, j'étais sûr que c'était lui. J'ai fait comment? Cool, Ezra s'est retrouvé une job, mais c'est pas lui. Et l'autre chose, c'est le méchant, quand on le voit la première fois, de loin, avec une voix un peu masquée, tu dis, OK, c'est-tu le maître? Puis, ce que j'aime pas de la série, c'est on joue tout autour de l'univers du Sith. Est-ce que ça prenait ça pour nous montrer les Jedi de la High Republic puis nous montrer une histoire? Est-ce qu'on est déjà les deux pieds dans quelque chose qu'on aurait peut-être pas dû adresser vu que dans l'épisode 1, on nous dit on les a pas vus depuis 1000 ans? Ah, mais ça, dans l'épisode 5, ils ont comme répondu un petit peu à ça, mais on va peut-être y arriver par après, parce que, tu sais, on va casser épisode par épisode, parce que l'épisode 3, on va passer vite là-dessus. C'est le pire. L'épisode de flashback sur les deux jeunes jumelles, comment ils ont fait pour être séparés. C'est-tu le pire épisode de Star Wars que j'ai écouté? Je pense que oui. Ouais, l'épisode d'après était pas facile aussi. Ouais, mais celui-là est particulièrement vilain, là. Ouais, celui-là se passe donc sur une autre planète. Là, je suis pas un grand connaisseur de Star Wars. Là, je me suis dit, c'est-tu Dathomir avant le temps? Non, c'est absolument pas Dathomir. C'est juste qu'ils ont présenté. C'est parce qu'il y a plusieurs planètes qui sont comme ça avec des forces sensitives qui savent pas qu'ils sont. Il y a du monde qui sont capables de maîtriser des animaux. Puis il y a même des peuples, des fois, quand tu as pu voir des bandes dessinées ailleurs, ils sont capables de faire des sauts qui sont plus longs. Puis les autres comprennent pas qui contrôlent la force. Parce que c'est de Tread. Ouais, mais ça, c'est juste normal parce que, tu sais, ça a été prouvé dans Star Wars que t'es sorti du noyau central, t'es au courant de rien. Puis tout le monde se sac de toi. C'est ça. Il y a eux autres qui maîtrisent quelque chose, ils savent pas que ça s'appelle. Que d'autres l'appellent la force. Pour ça, je dis, cet élément-là, moi, je le trouve intéressant. Le scénario était mauvais. La façon que la communauté était présentée, c'était tel que tel. Puis, ce qui a fait le plus mal à la série, on a parlé tantôt, tu sais, que Jean-Nic a commencé le sujet, on parlait des sorcières lesbiennes de l'espace, là. C'est que la façon que le pitch avait été fait par la showrunner du show avec l'actrice principale, où ils ont un petit peu échappé avec une question. Je peux comprendre qu'il y avait du fun. Sauf que c'est sûr que ça allait avoir un impact sur cette série. Ça fait que si tu présentes une tribu de juste de femmes, t'as bien beau essayer de faire comprendre à tout le monde que c'est mais moi je voyais ça comme une société matriarcale. Tout le monde va dire, comme les deux lesbiennes ont fait faire un enfant en faisant un ciseau, c'est comme là, par exemple, là, tu t'es fait mal. Et malheureusement, il n'y avait rien dans cet épisode-là qui était là pour te faire changer d'avis et de passer à autre chose. Parce que c'était c'était rien, c'était juste deux petites filles qui étaient là. Il y en a une qui était plus impulsive que l'autre était plus zen. Puis bizarrement, tu fais comme finalement, c'est celle-là qui est zen qui est devenue méchante, puis celle-là qui est impulsive qui a réussi à se calmer. Tu fais comme I guess que c'est toujours ça qui se passe. Et là, les Jedi arrivent sur cette planète-là comme des inquisiteurs espagnols, là, littéralement, là, pour kidnapper les enfants. Vous avez des forces sensitives ici. Ouais, c'est ça, on l'a senti. Fait que là, on va vous les enlever, puis on va vous les arracher de des mains, puis... En réalité, c'était pas vraiment de même. La question se posait, puis bien souvent, c'était les parents qui proposaient leur enfant au Conseil Jedi, parce que tu sais, Star Wars a été écrit à une certaine époque, ça fait un certain temps, c'est très religieux, et ça, on se rappelle tous que dans les débuts du Québec, qu'est-ce qu'on a ici, y a-t-il une famille qui voulait pas avoir un prêtre? Bon, c'est ça, là. Il y avait ça fait écho au Moyen-Âge, comme, puis à la façon dont ça se faisait, puis bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que les deux filles sont pas trop vieilles. Il me semble qu'Anakin, il était trop vieux. C'était pas des bébés qui pognaient, ça? Normalement, t'es supposé d'avoir en bas de 3 ans, parce que si tu te rappelles de tes parents, la séparation peut créer un problème. Un attachement, c'est ça. Un attachement, ça fait que d'habitude, il essaie des poignées avant qu'il y ait un attachement, parce que même dans Obi-Wan, c'était dans le show, il posait, tu te rappelles-tu de tes parents, fait comme non, je pensais trop loin. Je pense que j'ai un frère, ouais, quand effectivement, il n'y en a aucune idée, parce que l'objectif, c'était de les couper avant qu'il y ait un attachement. Sauf que là, les deux petites filles étaient clairement trop vieilles. Oui. Ce qui cause encore un problème avec le canon. T'as deux problèmes qui se posent ici. Un, les deux filles sont nées de la Force. Alors que tu pensais que Anakin était le seul, puis que c'était pas mal la Virgin Mother. Qui vont ramener la balance. Puis le deuxième truc, c'est comment ça se fait qu'ils ont pris à cet âge-là. C'était aussi un truc que Qui-Gon a fait qui était contre, que le conseil n'était pas d'accord. Ouais, mais cette série-là, même au niveau du scénario, tu vois que les nouveaux scénaristes évitent les conflits, c'est parce que ils posent une question, puis par après, ça n'a pas d'incidence. C'est à peu près comme dans l'épisode... ça a fait de l'épisode 3 qui décide qu'ils vont aller sur la planète, justement, puis qu'on se ramasse avec l'épisode 4 qui était... Ils font comme, il faut qu'on aille là-bas,
mais il faut pas le dire au conseil Jedi, parce que puis là, quelqu'un fait comme, mais tu respecteras pas le protocole, tu fais ça, fait comme, ouais, mais là, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on laisse ça fermer parce que c'est eux qui ont fait la guerre, ça fuck le protocole. Puis après, elle sort dans le couloir, elle parle avec un autre Jedi, elle fait comme, toi, ferme ta gueule, là, t'as fait telle affaire, t'as pas respecté le protocole. T'es-tu relu avant d'écrire ça? Ouais, c'était spécial cette passe-là où t'as pas on le dira pas au High Council parce que là je comprends un peu mieux avec le 5e épisode. Puis tu sais, surtout avec le même Jedi qui avait dit on n'a pas vu de site v'là 1000 ans. Ah oui, on salue... c'est le personnage qu'ils ont ramené. Comment est-ce qu'il s'appelle? Qui a dit... Adi Khan quelque chose. Qui a dit Mundi? Qui a dit Mundi, ouais. Mundi, là, lui, là, que tout le monde a fait comme « Ah, cool! » Puis que là, t'as 3 fans qui se sont rappelés que ce gars-là, sur son bonhomme de figurine, il avait 50 ans. Puis ils ont fait « Ça marche pas! » Ça se peut pas! On s'en calisse, c'est un extraterrestre, ça peut bien avoir 300 ans s'il faut, là. Hey, j'aime ça faire l'avocat du diable. Je vais parler d'un élément que j'aime aussi dans ce show-là, malheureux. Mais tu sais, c'est tellement pas bon que je suis pas capable de l'apprécier, mais je chiale tout le temps. Tu sais, moi, en dehors, j'ai capoté sa série, là, c'est un des meilleurs produits de Star Wars, mais dès le début, j'étais comme... C'est tous des humains, genre, ça pourrait pas être Star Wars. Là, dans cette série-là, ils se gâtent. Dans chaque scène, il y a des bobites, des créatures, les Jedi, c'est plein de races extraterrestres. Oui. Puis, et tout le budget est passé là, fait qu'ils ont pas d'argent pour les costumes. Pour les scénaristes, apparemment. C'est ça qui est drôle, tu sais, c'est le fun, là, je suis content de voir des bobites, là. Mais c'est ça qui me fait mal, en plus, je suis comme... Tout ce que je chiale, qui me gosse dans Star Wars d'habitude, là, ils répondent, puis ils me donnent raison, ils me font plaisir, mais avec une histoire de merde, puis des personnages pas attachants. 22 millions de budget par épisode, 180 millions total. Ben, tout comme je dis souvent, je suis écœuré d'être dans les mêmes traces, puis du fanservice, puis de Luke Skywalker qui arrive, puis de Boba Fett qui arrive, puis d'un autre personnage, oh, c'est un tel, puis c'est un tel. Puis là, je fais comme, quand est-ce qu'ils vont nous montrer Darth Plagueis? Quand est-ce qu'ils vont nous montrer Palpatine? Quand est-ce qu'ils vont nous montrer... On veut plus de Yoda. On veut du Yoda. Comment ça se fait que Yoda n'est pas là? On veut voir Yaddle. Tu sais, je sais pas, moi, mettons, Obi-Wan, Ashoka, j'ai vraiment Yaddle, là, 100 ans, tu penses qu'il aurait plus de cheveux, tu sais, genre full liché, là, puis elle a fait des sexe en tabarnak, Yaddle. Ouais, Ashoka, Obi-Wan, pas un gros fan des séries, là, mais tu sais, je comprends que ça fait plaisir aux fans. Là, cette série-là, je me dis... Ça fait plaisir à qui? Parce que j'ai comme l'impression, il y a rien qui nous est présenté que je fais comme, ah, ce personnage-là, genre, j'ai hâte de le revoir plus loin dans une autre série, puis tout. Puis en même temps, les événements qui sont là, je fais comme, ça sert à quoi? Pour revoir ces personnages-là, il aurait fallu qu'il y en ait une couple qui survive le 5e épisode. Ouais, on va se rendre parce que là, c'est l'autre problème, tu sais, je veux dire, là, on est rendu à l'épisode 4, puis clou-clac-clic-clou, puis clac-clic-vlang-glong, puis dieu-glong-gling, là. Ça fait 3 épisodes, j'y vois, puis je commence à me dire, ah, il y a peut-être du potentiel dans Yuvum-Vlung, qui a le sable jaune, puis la petite Vlang-Vling-Vlong, qui est la padawan de Sulang-Tlung, là. Ah, il y a genre de la subtilité dans ce qu'elle fait. Tu sais, je trouve ça cool, elle est intéressante, son maquillage est hot, je me dis, ah, ok, peut-être que d'ici la fin de la saison, tous ces personnages que je viens de nommer vont être extraordinairement intéressants. Et là, c'est l'épisode 4. Et sa communauté-là débarque sur la planète pour essayer de trouver le Wookiee, parce que c'est la prochaine cible de la jumelle Evol pour le tuer. Ils sont 6-7. Facile. Ils sont presque une douzaine. Écoute, ils ont l'air de la communauté de l'anneau grand complet. Effectivement, c'est la communauté de l'anneau qui débarque. Puis moi, j'ai beaucoup aimé un des mimes que j'ai vu sur Internet. Ben, c'est un meme. Où ce que tu fais comme le Conseil Jedi envoie du monde négocier avec la Trade Fédération sur Naboo. Il envoie un Jedi et son padawan. Une jeune adolescente est frustrée. Il envoie la communauté de l'anneau. Tu sais, c'est clairement... Il envoie 16 Jedi. Il envoie 16 Jedi. Et cette scène-là montre toute la faiblesse aussi des costumes et de comment c'est filmé. T'es vois en ligne, un derrière l'autre. On dirait 12 adolescents qui arrivent du département de costumes chez Walmart. Rien que le vaisseau atterrit, là, t'as l'impression d'écouter un épisode des Sentinelles de l'air. Ah, c'est terrible. Le vaisseau, tu voyais presque la baguette qui l'a fait descendre dans la forêt. Tu voyais la main. Je m'excuse les boys, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, mais c'est là, ça connecte avec tout ce que je chiale. À la fin de l'épisode 3, là, il arrive cette planète-là, puis là, on voit le Wookiee Jedi. Puis moi, les Wookiees, c'est l'affaire que j'aime le moins dans Star Wars. Genre, je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça beau. Genre, Chewbacca, il me fait chier. Puis là, je suis comme, OK, un Wookiee Jedi. OK, ils vont nous le présenter. Je suis curieux de voir les discussions qu'ils vont avoir avec lui, comment il manie son sort, pourquoi il est reclus sur cette planète-là. Là, épisode 4, c'est un flashback, puis on le voit pas.
Là, je fais, ah non, c'est l'épisode 3. Ouais, l'épisode 3, c'est un flashback. L'épisode 2, c'est ça. L'épisode 3, c'est un mais on le voit flashback, dans l'épisode 3. Bah oui, on le voit, il est là, puis genre, Ben, on le voit marcher. Ouais, il marche, puis il est assis aussi à m'amener parce qu'il répond à la petite fille, la petite jumelle qui dit de quoi. Oui. Mais là, ça revient à ce que je disais, les Jedi qui sont arrivés sur la planète au début, qui là se font tuer un par un, on est supposé apprendre à les connaître, puis comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Et je me dis, bon, ok, on va le voir dans le prochain épisode apparemment. Fait que le flashback, t'arrives dans l'épisode 4, il arrive dans sa hutte, il est mort. Le sable laser est à terre. J'étais dit, ok, ça va avoir été ça, là. Sérieusement. Genre, il n'y a pas de développement. L'épisode 4, c'est 12 Jedi qui se prennent dans la forêt. Et le seul point tournant de cet épisode-là, c'est qu'à un moment donné, ils ont tombé dans la tour de des arbres. Il y a des œufs qui shake. Il y a une grosse mouche qui sort. Et là, t'as Korg, le seul qu'on se rappelle de son nom. Non, Sol. Non, c'est Yord. C'est Yord. Yord, c'est le black avec les cheveux. Ouais, mais c'est lui qui tue la mouche? Oui. Non, c'est ça. Non, c'est ça qui tue. Ok, c'est parce que là, la mouche sort, puis il sort son sable laser, puis il fait faire un flip dessus, puis il met devant lui, puis la mouche saute dessus, puis elle coupe en deux. C'est la seule séquence d'action que dans cet épisode-là. Et il répond, ils sont attirés par la lumière. Et là, ton cerveau, il faut qu'il emmagasine ça, parce que tu dis, s'ils ont dit ça, ça va être important pour éventuellement. Et l'épisode de 32 minutes ne servit qu'à ça. 28 minutes. À cause du générique de 5 minutes. C'était terrible, là. 28 minutes de marde. Et là, ils ont coupé une mouche en deux, puis ils ont même pas de dialogue. Tu sais, les personnages sont même pas jasés pour essayer de grandir entre eux autres, de se présenter. Puis là, quand tu vois l'épisode 5, tu comprends quoi ils sont pas donné cet effort-là. Parce que la fin de l'épisode 4, ils trouvent justement le Wookiee qui est mort, et là, t'as le Smilo Ren, le site arrive, tout le monde décolle son sort. Puis lui, il fait un force push full awesome, où tout le monde la revole, puis c'est comme, oh shit. Là, ça va brasser dans le prochain. Et là, l'épisode 5 commence. Et honnêtement, si on enlève les défauts scénaristiques, le plot twist qui est de la dombe, il y a eu des belles chorégraphies dans cet épisode-là. Ah oui, le payoff, sérieusement, c'est 40 minutes. Et je pense que sur 40 minutes, il y a 6 minutes où il n'y a pas de coup de sable laser. Mais cet épisode-là me fait chier. Me fait chier parce que j'aurais voulu enregistrer le podcast avant cet épisode-là. Parce que je dois avouer que cet épisode-là, j'ai souri. Ben, Chris, c'était les autres de Pont de Fun. C'est ça, là. C'était là. Mais, c'était aussi décevant de voir que ça a pris 4 épisodes pour de la viande hachée. Tu sais, je veux dire, avoir su que c'était de la viande hachée, là, vous étiez pas obligé d'attendre 4 épisodes, puis les morts pay off rien parce que je m'en crisse. C'est ça. Mais on s'est pas attaché à ces personnages-là, ils sont mal développés. Épisode 3, c'est le même problème. Qu'il y a eu l'autre 66, si t'avais pas écouté les comics de 60 secondes, là, oui, c'est ça. T'es connaissais pas. Tu sais, moi, je faisais le running gang tantôt, quand on parle le podcast, c'est quand t'étais au cinéma, puis la toilette, tout le monde se faisait dessus, le monde faisait comme, oh non, pas Samantha, oh non, pas Rebecca, oh non, et puis là, tu faisais comme, c'est comme, ok, on comprend. On les a vus une scène dans l'épisode 1. En même temps, t'es quand même dans la grande purge des Jedi. Il y avait quand même une charge émotive autre que. Moi, je me connaissais c'était qui, c'était comme plus. C'est comme ils sont en train de tuer tous les généraux, là. Tu sais, il y a de quoi pareil, là. Tu te fous d'eux autres, mais tu comprends. Tu te fous, mais tu comprends qu'il faut bien qu'ils t'en montent. Ils vont tuer des Jedi. L'ordre 66, c'est d'évacuer les Jedi. D'abord, il fallait que je passe par-dessus le fait que c'est pas Vader qui les tue un par un, là. Ça, dans ma petite tête de petit gars de 8 ans, ça me. De savoir que tu es juste des enfants. Moi, j'étais content de savoir qu'une fois qu'il a décidé de tuer, il avait engagé des inquisiteurs pour faire à sa place. Ça m'a tellement fait chier. Hein. Dans le fond, Vader. C'est une petite grosse vache. Avoir pleuré, qu'est-ce qu'il a fait, hein? Ah, c'est pas vrai. Des bandes dessinées, il fait des trucs awesome. J'espère. J'aime pas ça qu'on finit et qu'on parle encore de mes affaires, mais ça me gosse que là-dedans, ça soit genre, tu sais, ils t'ont mis en place des personnages qui sont genre des super-héros. Là. Ils te font rentrer Obi-Wan puis Qui-Gon Jinn au début dans un vaisseau rempli de robots, puis c'est comme, il y en a 50 eux autres, ils font tout envoler les coups, ils détruisent, t'sais. C'est pas grave, il y a 200 robots, ils vont les tuer les 200 tellement ils sont plus puissants que la force. Puis là, dans l'épisode 3, c'est comme, t'as du monde qui sont plus haut rankés qu'eux autres, qui se font tuer par 3 robots avec des sables laser, genre qui les pognent de dos. Je suis là, non, c'est débile, c'est con. Mais, non, mais tu vois, mais ça, je suis capable de le faire parce que ils avaient tellement pleinement confiance en
leurs soldats, ils sont pas méfiés. Ils ont aucune connaissance du combat. À l'époque de la Haute République, ça, je pense que c'était à se demander s'il y avait encore de l'armement ces vaisseaux. Mais ça, c'est un problème de Star Wars aussi. C'est jamais clair qu'est-ce qu'un blaster fait réellement comme dommage. Ouais, ça, c'est parce que affaire, personne ne se fait jamais pogner, puis quand quelqu'un se fait pogner, c'est comme des fois ça semble être une brûlure qui te fait revoler à terre. Genre Leia, c'est la mort. Ouais, c'est ça. Ou sinon tu meurs même si elle t'a pogné le doigt. Ils sont sur le mode paralysé seulement. Mais ça, c'est parce que tu peux avoir du linge qui vont respecter, qui vont comme disperser la chaleur du blaster que ça va manger. Tandis que dans l'Empire, une armure de Stormtrooper, pour pas payer de ses nécessités, ça décuple le coup que tu manges. Ça fait que tu meurs sur le coup. Ça fait que. Il n'y a pas de blessés. C'est parce que sérieusement, il n'y a rien de pire pour une compagnie que quelqu'un qui s'éclise de 6 mois. Là. Ça a été tout se met de le tuer, ça coûte moins cher. C'est ça l'affaire. Il me semblait aussi qu'il y avait de quoi en arrière de ça. Bon, on arrive à cet épisode-là. C'est awesome. Et là, man, c'est une boucherie. Et là, tu comprends qu'il y a quelqu'un dans la salle des rédacteurs qui a allumé puis qui a dit Chris, il y en a combien qui l'ont vu le site? Ben, je sais pas, on a envoyé 12 Jedi sur la planète. Hey! Faut pas qu'il y en ait un Chris qui sort. Ouais, puis faut qu'ils nous en restent un ou deux, puis ils passeront pas à travers la série parce que ça fait pas de sens. Et là, j'ai beaucoup aimé l'article que j'ai lu aujourd'hui par rapport à cet épisode-là, où t'avais les personnes qui étaient derrière. Tu sais, ils ont fait 2 épisodes dans la série, et dont lui. Ils ont fait, on avait comme un plan de massacrer les Jedi, un après l'autre, puis on savait que c'était du Disney. On a commencé à faire l'épisode, puis on a fait, ils vont nous couper ça à un moment donné pour pourra pas. Ils ont fait, oh, ok, ils ont pas arrêté, là, c'est parce qu'il y a eu une boucherie. Puis c'est ça qui est drôle, après le force push de l'épisode 4, là, ça commence, c'est comme, Chris, ils sont 12 contre 1, va voir comment ça va aller. 2 premiers coups, il y en a un qui meurt, il se dévire, il y en a un autre qui crève, c'est comme, ok, là, c'est parce que là, ça fait 10 secondes, il y a déjà 2 morts. Moi, j'étais dans mon salon, puis j'étais comme, oh non, pas Yoda d'Orderk, je l'ai. Ouais. Je l'ai pas, non. Déjà. Et là, tu te poses la question, comment il va faire pour te faire contre 12? Ça va être impossible. Et là, tu te rends compte qu'il headbutt un sabre laser, puis le sabre laser, il coupe. Il stall, là. Là, tu fais comme, OK. Là, il se dévire avec son poignet, il donne un autre coup sur un sabre laser, il en coupe un autre. Et là, il faut que tu en tombes dans le vieux Legend des romans. Ils ont sorti le Cortosis. C'est le genre de métal qui est résistant. Mais dans le fond, c'est comme à peu près du vibranium. Tu sais, le vibranium va absorber le choc à cause de cette vibration. Ouais, tu n'auras pas d'impact. Tandis que lui, c'est quelque chose qui absorbe l'énergie. C'est que plus l'énergie est forte, plus il va l'absorber, puis plus il va avoir un impact qui est haut. Ça fait que un sabre laser, son beam est tellement puissant au niveau de l'énergie qu'il est que ça le coupe d'un coup sec. Mais c'est quelque chose qu'on voyait pas souvent dans Star Wars parce que le métaux, il est pas malléable. Puis si tu fais une armure avec ça, ben, elle t'offrira pas une année. Là. C'est parce qu'elle va péter d'elle-même parce que c'est pas fait pour être fondu puis être reforgé. Là. Mais on va se le dire, le design du site est awesome. Ah, mais on voit aussi les liens avec le casque de Kylo Ren qui l'avait refait parce que quand tu lis un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les encyclopédies et autres, son casque a été reforgé avec de la chimicite. Et là, tu vois à peu près les mêmes types de soudures. Mais il y a un de mes chums qui soulevait un point intéressant, qui disait, tu sais, Vader, il y avait un masque parce que, tu sais, je veux dire, c'est l'original, il était là, puis ça prenait une raison pour cacher le visage déformé, pour qu'il respire, puis tout. Kylo Ren, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir de masque. Par contre, c'était le petit-fils de Vader, puis il le voyait comme une figure emblématique. Il s'est fait un masque pour être comme lui. Mais sinon, pourquoi les Sith portent des masques? Pourquoi lui, il est masqué au-delà du fait qu'il ne faut pas que le spectateur voit c'est qui? Pourquoi il porte un masque? Et son casque à l'allure qu'il a, sérieusement, c'est pour ça que beaucoup de monde l'appelle le Spylo Reno. Même son look, son style vestimentaire est très proche des Chevaliers de Ren. Fait que là, ils voudraient nous récupérer ça. Les Chevaliers de Ren ont des habillements à peu près comme ça, tu sais, c'est du linge qui sont amples, tu vois souvent leur torse, puis et puis ils ont tous des casques qui sont semi-fusionnés, puis qui ont toutes des allures un petit peu trash du genre, là. Moi, mais en même temps aussi, comme site, tu dois aussi, te mêler, puis tu veux pas te faire reconnaître. Ce que Star Wars m'a montré, d'habitude, les sites, ils portent des toges, puis on leur demande le visage, ils portent pas de casque. De toute façon, c'est ce qu'il dit pendant le combat, qu'un Sol arrive, fait comme vous pouvez m'appeler, certains d'entre vous vont dire que je suis un Sith. Il y a jamais l'un. Puis vers la fin de l'épisode, quand il parle à Sol, il dit,
Le monde veut juste me tuer parce que je suis un chien. Dans le fond, c'est un libertarien. Il veut faire ce qu'il veut. Mais ça, c'est l'élément que j'aime. Ça revient à ce que je parlais des sorcières. C'est Yink. Lui, il veut faire autre chose avec la force. Il veut pas être dans le dogme des Jedi. Un chevalier de Ren, c'est exactement ça. C'est pratiquement des Space Pirates. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent puis ils peuvent pas se faire écœurer par personne. C'est du monde qui font leur propre loi. Mais il était crissement trop fort pour être juste ça, là. Effectivement. Tu sais, l'affaire, c'est ça, là. Tu sais, que tu sois un Force user qui veut juste être libertaire. Tu sais, tu veux être le Éric Duhem de la Force. Mais qui veut pas rentrer dans le militaire. Je comprends. Sauf que Éric Duhem torche pas aux élections tout ce qu'il y a de parti politique. Hey, c'est pas toi qui m'avais dit qu'on n'était pas podcast politique. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, qu'il soit libertarien, j'ai fine enough, là, c'est génial, merveilleux. On va écouter tes opinions, c'est merveilleux, génial. Mais tu peux pas te mettre à torcher tout le monde. Ça marche pas. Là. Ouais, mais là, je pense qu'il est plus que libertarien. Parce que, tu sais, si on creuse un petit peu, il est en train d'enseigner à une Padawan comment se débarrasser de Jedi quand même assez puissant. Il connaît un des secrets de ça. C'est parce qu'une des questions qu'on se pose, c'est à peu près comme Dooku. Ouais, qu'est-ce qui les lie toutes les deux? C'est parce que... Imagine, c'est son ancien Padawan. C'est pas possiblement son ancien Padawan. Ben c'est un échec qu'il y a eu. C'est sûr que les deux ont un lien. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est Sol qui a parti le feu sur la planète des sorcières lesbiennes. Tu penses que le secret fait brûler de la roche? Ouais. Ben, le secret, ça serait que, tu sais, parce que c'est ça, cet élément-là, c'est tellement épais que c'est clair qu'il faut que tu nous ramènes quelque chose. Y a-tu voulu, tu sais, volontairement faire ça pour partir avec les petites filles, puis là, finalement, whoops, ça a parti, ça a parti en shit, là, ça a chié. L'autre affaire, c'est, ben, on va parler du reveal, qu'on a parlé un peu tantôt, tu sais, le Smilo Ren, finalement, c'était l'apothicaire, le gars qui était avec elle depuis le début. Maintenant, la question que ça pose, c'est, est-ce que c'est un Sith? Est-ce que c'est le maître? Est-ce qu'il est lui-même l'apprenti de quelqu'un d'autre? Et à 100 ans avant le prequel, tu sais, je veux dire, c'est une question de hiérarchie, là. Tu sais, je veux dire, c'est une question de séquence. Tu peux pas avoir Palpatine sans que lui ait eu un maître, puis ce gars-là, tu peux pas l'avoir sans que lui ait eu un maître, et ainsi de suite. Les Sith ont survécu pendant 1000 ans avec la règle des deux, donc tu le sais pertinemment qu'il y a au moins, au minimum, 2 Sith. Là. Ouais, mais effectivement, mais de toute façon, pis surtout que le Smilo plus la jeune ont les mêmes ennemis communs. C'est le même groupe, ça fait qu'ils sont liés à ça, puis tu sais, veut pas, là, il y a une des deux mères qui est presque sûr et certain qu'elle a survécu, parce que ça prend quelqu'un de plus sérieux puis plus haut pour qu'il soit vraiment en crise après les autres, là. Mais Smilo, c'est un Sith, et si oui, c'est un apprenti ou c'est un maître? Mais ça se peut-tu que ça soit, on va dire, pas un Sith, puis ce qu'ils veulent apporter, là, c'est un peu genre pour aller connecter avec le côté Ashoka de la chose, genre, il y a des factions qui sont pas pognées dans Jedi Sith. Ils ressemblent, on pense que c'est mais c'est rien quelqu'un qui veut essayer de rejeter le dogme. Sauf que dans l'état des choses, tu sais, je veux dire, il est tellement fort, il a tellement usé de la force de façon extraordinaire qu'à un moment donné, même pour les Sith qui sont en place à ce moment-là, il est une menace. Ouais, mais il s'est fait avoir par une coupe de mouche puis une lampe de poche. Là. Ben, ça, c'était... Ça, c'était le bout de la mouche de l'épisode 4. Il s'est fait coller une lampe torche dans le dos, puis les mouches sont parties avec. Ça, là, c'était terrible. Là. Quand je l'ai vu partir dans les airs, j'ai fait « Non, mon plaisir! » Reviens-nous! Sol et le Sith sont face à face, puis là, il y a comme une impasse. Il y en a un des deux qui doit mourir. La jumelle, il met une lampe de poche dans le dos, puis les mouches partent avec. C'est comment se sortir d'une situation que... tu sais, finalement, tu n'avais aucune possibilité, c'est que tu utilises la porte de sortie la plus facile. Il aurait dû prendre une page du livre d'Obi-Wan, parce qu'Obi-Wan, lui, ça fait 2 fois qu'il laisse Darth Vader vivant pour aucune bonne raison. À cause du high ground. En se sauvant, puis en le laissant littéralement vivant. C'est ça que les Jedi font. Ouais, c'est ça. Tu sais, il avait juste emprunté une page du livre d'Obi-Wan. Obi-Wan, là, il l'a pas fait une, il l'a fait 2 fois. Goodbye, Darth. Mais tu sais, parce que dans Star Wars, il y a un absolu quand même. Si tu pognes en feu, t'es démembré au grand complet, ou tu tombes d'un trou de 3000 pieds de profond, tes chances de survie sont de 120%. À peu près. Mais, dans la tête du héros, t'as pas de chance de survie. Donc tu t'en vas. Il paraît que le cochon qui s'est fait manger par le rancor est encore vivant. C'est clair. Il est un puissant Jedi dans la Nouvelle République. Moi, je vais hâte que Boba Fett revienne. Avec ses dents? Mais oui, mais il est dans son bain en train de guérir. Il a fait une réaction allergique à l'acide du sarlac, puis ça l'a fait boursoufler un peu, ça fait qu'il était un petit peu moins d'excès. Mais tout ça pour vous dire que là, Smilo Ren,
Là, attends, comment ça se finit, cet épisode-là, déjà? Ouais, Milo Ren redescend, il arrête de couper des mouches, puis clairement, il a survécu. Il est fâché. Comment ça finit? Ben, la sœur se chicane. Il y en a une qui est assommée, l'autre se coupe les cheveux, puis elle prend sa place. Et là, ils vont faire la chose la et plus là, stupide. les Jedi qui chemin que Saul contre Milo Ren qui se sont battus puis ils étaient capables de lire les émotions de l'un de l'autre, se rendent pas compte que les jumelles ont fait un switch, autant un que l'autre s'en rend compte. C'est ça. Il y a juste l'écureuil qui est engagé pour sniffer qui s'est rendu compte qu'il y avait un fuck quelque part. Et elle a quand même pris un risque assez intense avec sa coupe de cheveux. Là. Je veux dire, un coup de sable de même pour avoir la même coupe de cheveux que sa sœur. Pareil! J'ai fait comme... ça, c'est du stock. En même temps, c'est réaliste. Hein? C'est des gars. Là. Ils remarqueront pas les cheveux. Il n'y a pas un gars qui va le remarquer. Mais tu sais, dans combien d'émissions pour enfants j'ai vu ça, les jumeaux qui changent de place? Oh, ça va être cocasse. Ils vont dire des choses, puis là, nous autres, on le sait, puis eux autres, ils le savent pas, puis ça va être drôle. Ça va être comme un Freaky Friday? Oui! Ou encore, tu sais, quand il y en a un qui est riche, puis l'autre qui est pauvre, c'est là. ça! Puis là, le riche, il va chez les pauvres. Elle va dire, ah ouais, il fait l'affaire méchante, toi, ouais, il mange des chenilles dégueu, puis l'autre, ah non, moi, je mangeais pas des chenilles dégueu que les Jedi, ils ont demandé du gâteau. Puis là, l'autre, avec les Jedi, elle va apprendre qu'elle est gentille. C'est ça, elle va manger du gâteau, puis elle va aimer Jedi. Puis elle va faire, oh mon Dieu, j'ai manqué tout ce temps, puis... C'est là qu'ils vont, là. C'est clair. Là. Puis on en parle comment, genre, c'est idiot pis c'est premier degré dans son approche sur tout. C'est ça qui s'en vient. C'est impossible que ça soit pas ça. Là. Ah, c'est une couple de chimpanzés avec des machines à écrire. Là. Quoique, ils ont quand même réussi à me surprendre. Parce que là, en ayant tué presque la moitié du cast, puis il reste encore, 3 épisodes? Oui, 3. Non, ben, le gars, il a besoin d'avoir appris l'anglais, là. Ouais, il va y avoir du développement puis des flashbacks. Ben là, il va falloir qu'il fasse du remplissage. Parce que là, même Yord, dans cet épisode-là, j'étais là, bon, je l'aime Yord, finalement. Moi aussi. Genre, j'étais là, j'espère qu'il va passer à travers puis que je vais continuer à le suivre. Je l'aime bien, genre, puis même la petite cornue, là, j'étais là, X23. En tout cas, l'épisode, ils ont une lettre de différence, mais ils meurent de la même façon. En parlant de films bien écrits. Mais... qui comprennent bien le personnage. Le Logan 23, là, X23, là. Ouais. Ils l'ont stabé, là. Choc. Mais ils l'ont stabé 3 fois pour qu'on comprenne. Ouais. Ils se sont dit, la dernière fois, il y a tellement de monde qui survivent. Puis, et sérieusement, la grosseur des trous était quelque chose. Et en revenant sur la grosseur des trous, Martin? Les sabres laser. Les poignées de sable laser. C'est-tu moi? Ben, c'est de gigantesques dildos. Et effectivement, aux grosseurs que les sabres laser ont là-dedans, là, sérieusement, j'ai pas vu un OnlyFans qui en avait des aussi gros que ça. Sérieusement, là, ça va les envoyer à l'hôpital s'ils utilisent ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les poignées de sable laser? J'imagine que toutes les formes de sable laser sont dans la nature. Mais non, mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens. C'est des grosses cristilles de lampes de poche, là. Ça va gosser aussi à l'écran, ça fesse. Mais tu sais, c'est laid, des canettes. Si ça rentre pas dans la main, t'as aucune maniabilité, là. Ah non, c'est aucunement pratique. Je veux dire, ça n'a jamais été compliqué. Là. Un sable laser, c'était comme si c'était un katana. Là. Fait que genre, c'est une poignée que ta main fait le tour. Ta main fait comme le tour, un bat de baseball. Tes doigts sont supposés de se toucher. Là, t'arrives, là, tu regardes ça, puis tu te rends compte que les doigts se touchent même pas, puis il reste environ 3-4 cm. C'est comme si un enfant tenait un 2 litres de coke. Ah, c'est terrible. Ben, en fait, il ressemble littéralement... Essaye de flipper un 2 litres de coke à cette heure. Mais en fait, c'est parce qu'il ressemble littéralement aux jouets qu'on achète. Et de ce que je comprends quand on voit les making-of d'Obi-Wan puis de Ashoka, c'est que maintenant, ils utilisent les sabres laser comme nous, on utilise, là, ceux qu'on peut acheter, là, mais la version vraiment crissement mieux faite. Là. Mais les sabres laser allument déjà, là. Puis sont déjà... Maintenant, ils utilisent des vrais sabres. Non, mais je veux dire, les couleurs sont déjà là, les reflets sont déjà là. Et ils virent, ils font tout, là. C'est absolument pas des dildos géants. C'est extraordinaire. Et ils se battent avec ça. Sauf que le problème de ça, c'est que ça te prend un battery pack. Tu sais, c'est comme ceux qu'on achète chez Disney, là. Je veux dire, à l'époque de Star Wars épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était des rods de métal. Oui. Avec une poignée. Et à l'ordinateur, ils venaient ajouter le sable laser. La lumière. Là, c'est pas ça qu'ils font. Mais ça a une conséquence. Ça fait en sorte que leurs poignées sont gigantesques. C'est terrible. Sérieux, il y a pas... Ça a l'air d'un jouet. Ouais, sérieusement, justement, la jeune Padawan, là, qui est vraiment pas grande, la petite fille, là, quand elle a son sabre dans les mains, c'en est ridicule, là, c'est...
vraiment, mais vraiment trop gros, puis c'est apparent, là. Ben, pour qu'on l'ait remarqué tous les trois, c'est quand même quelque chose. Puis les costumes en général dans cette série-là, alors que j'aimais le côté cheap et sale qu'on avait amené dans Mando, que je trouvais intéressant parce que ça faisait très 1977, rappelez-vous de la première saison. Tu sais, c'était tout un peu tout croche, c'était tout sale, c'était tout... Ça ramenait le côté Star Wars d'un univers habité, c'est ça, crade, vécu, peu, c'est ça. Il y avait de quoi, tu sais, il y avait un quotidien, tu sais, c'était intéressant aussi de ramener on a pris ce qu'il y avait sur le bord. Rappelle-toi, ils ont même fait appel à la Légion parce qu'il n'y avait pas assez de Stormtroopers. Oui. Tu sais, puis c'était intéressant, ça. C'était un aspect que je trouvais cool qu'ils avaient ramené. Mais plus on avance dans les séries Star Wars, plus visiblement le budget y va. T'as parlé de quoi, 22 millions? 22 millions par épisode, 180 millions total. Ça paraît pas. Fait que là, ils font... Non, ça paraît pas parce qu'ils ont le même réflexe qu'au cinéma. Ils garochent de l'argent. Ils refont tout neuf, ils font tout... Puis ils pitchent de l'argent tout le temps. Il y avait un problème, c'était une esthétique parfaite, là. Tout était beau dans la série Amazon. Il y a un meme que j'adore où on voit l'armure du Gondor de Boromir à son weakest, puis l'armure de Numenor à son high point. C'est dans Ring of Power, c'est super cheap, c'est super flang, c'est comme... Non, ça marche pas, tu sais. Il manque un souci du travail, du détail, puis du... Tu sais, ouais. Il manque quelque chose. Puis tu le vois dans le costume des Jedi, quand ils font leur marche, là, premièrement, ils ont tous une garde-robe plus imposante qu'Obi-Wan dans l'épisode 4, là. Et il paraît que Lando bave. Ben là, Chris, ils ont tout un garde-robe. Et tu le vois, là, dans la scène où ils marchent dans la forêt, là, les costumes sont laids. Ça a l'air de des costumes de Jedi pris chez Walmart dans le coin Halloween. Mais c'est affreux. Sérieusement, pour moi, c'était une scène qui avait été coupée dans le prochain Blanche-Neige sur de sortir. On aurait tout dit des êtres magiques qui se promènent en forêt. Ça, ou c'est vraiment quelqu'un qui les a filmés pendant qu'ils se rendaient sur le set. Puis quand ils ont vu ça, ils ont fait « Hey, Chris, on va le mettre dans l'épisode, c'est hot. » Ils sont tous un arrêt de l'autre. C'est vraiment laid, là. Les gens vont se sentir comme dans Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Non, c'est terrible. Le seul costume qui est beau puis le casque, c'est Smilo Ren. Oui, mais tu sais, en plus, c'est ça l'acteur qui se débrouille de la série à peu près, donc... Parce que le casque est fucking awesome. Sérieusement, au début que je l'ai vu, les premières secondes, j'étais pas sûr, mais plus tu le voyais, puis plus il torchait, puis il faisait ses headbutts pour couper son blazer, tu fais comme... Ouais, mais tu sais, aussi une passe qui était tellement sympathique. Tu sais, les Jedi, ils sont pas habitués au combat à cette époque-là, parce que, tu sais, il y a plus vraiment de guerre, il y a rien, ils sont pas habitués à vivre avec l'adversité. À un moment donné, t'as un chemin, le site, il perce quelqu'un, l'autre en arrière, il voit son chum qui s'est fait tuer, et puis je fais comme... Mon ami vient de mourir. Et là, t'as le site qui regarde ça, il fait comme il a baissé sa défense, il fait un force pull, puis il en parle par-dessus son chum. C'est une belle brochette. Et belle brochette, tu fais comme c'est tellement brillant, tu vois. Le gars, là, il en a tué un, puis lui, il reste bien calme. L'autre, il voit qu'il y a une réaction, puis qu'il perd ses contrôles. Pourquoi pas? On l'a profité. L'occasion fait le larron. Mais il y avait des passes extraordinaires, puis son costume est beau. Le masque, le casque, je sais que Hasbro vont sortir le casque Black Series, puis il est beau. Tu sais, le design d'espèce de sourire qui finalement est une espèce de tuyau. Là. Je sais pas si vous avez vu les détails du casque. Là. C'est vraiment bien fait. Puis l'espèce de vibe horreur. Ouais, creepy, un peu animé. Je trouve ça génial. Mais à part ce costume-là, c'est terrible. Puis les poignées de sable laser, c'est le pire. Là. Ça a l'air de des grosses hosties de lampes de poche. Ça a l'air que t'ajoutes le casque puis ça vient avec une mouche. Avec une lampe de poche puis une bouche. Tu peux te mettre sur la tête, là. C'est super beau. Ça kryptonite. Et je terminerai peut-être avec ça. C'est le plus triste de l'histoire. C'est que c'est la seule série de Star Wars que j'attends le soir de sortie pour l'écouter. C'est triste. Mais en même temps, là, moi j'aime ça que tu amènes ce point-là parce que c'est l'année passée, la deuxième saison de Velma est sortie puis personne n'a entendu parler. Mais quand Velma avait sorti sur Max TV, puis que, dans le fond, il avait réinventé tous les personnages, puis qu'il avait été dans, on va le dire, carré dans un wokisme qui était des plus totales, la série s'était fait débattre avec des reviews à peu près comme présentement on vit avec The Acolyte. Il y a du monde qui met des 1 partout, là. Même The Boys en ce moment est en train de se ramasser parce qu'une nouvelle génération de scénaristes n'est pas capable de ne pas écrire ses opinions politiques dans une série TV et ne pas être apparent. Et là, la série se fait ramasser telle une Velma, puis Velma avait créé un phénomène à cause des codes d'écoute, avait à côté plafonné, puis c'est pour ça qu'il y a eu une deuxième saison. Et on avait appelé ça du hate watching. C'est que t'écoutes quelque chose
parce que tu l'haïs, puis tu veux l'haïr, puis tu veux être dans le trend. Non, mais Denise Bombardier a fait sa carrière là-dessus. Il y a du monde qui l'aime. Pour de vrai. C'est ça que je te dis. C'était du hate listening. Non, il y a vraiment du monde qui l'aime. Ah ouais? Ok, parce que moi, Denise Bombardier, c'était du hate listening. Là. Ouais, ben. C'était ça, là. J'ai essayé, j'ai pas été capable. Et en radio, en passant, ça existe au bout du hate listening. Il y a des animateurs de radio qui ont fait leur carrière sur le fait que le monde les détestait. TVA a fait ses codes d'écoute pendant la pandémie avec ça, avec Facebook. Depuis qu'ils ont perdu Facebook, puis qu'ils ont perdu leur détracteur qui est ramassé en permanence, ils ont perdu toutes leurs clics qui étaient rentables. Et c'est ça, c'est parce que là, on est rendu au niveau de la société, qu'on est rendu sur un phénomène où si quelque chose est vraiment haï par tout le monde veut le voir pour pouvoir cracher dessus puis avoir son opinion. Et je suis pas sûr que c'est sain. Non, c'est définitivement pas sain. Puis malheureusement, c'est que les studios, eux autres checkent les chiffres, font comme hey, il y a plein de monde qui l'a écouté, ça doit être bon. Tu sais, le mot apparaît partout. Diagolite. Tu sais, le mot-clic est présent partout. Que ce soit bon ou mauvais, il s'en calisse. Le mot-clic est partout. Ouais, sérieusement, il n'y aurait pas eu Actu, puis ça serait Diagolite partout sur Facebook. Là. On peut pas les blâmer. Ce qu'ils veulent, au final. Tu sais, je veux dire, Disney en a plus à foutre du nombre de personnes qui écoutent le show que de la qualité du show en tant que tel. C'est parce que souvent, à cause de ce faux rating-là, ils greenlight une deuxième saison. Et là, les résultats sont catastrophiques, puis il y a une perte d'argent. C'est parce qu'ils analysent mal les chiffres. Puis, sérieusement, quand tu te ramasses avec des chiffres qui sont sur le hate watching, tu devrais plutôt te remettre en question, plutôt faire comme c'est rentable, puis on va en faire une deuxième saison. Non. La raison est pas bonne, puis tu devrais te poser des questions, et c'est ça qui arrive, c'est qu'on se ramasse avec des données qui sont faussées, parce que présentement, tu vas te ramasser comme le cinéma, là, encore dernièrement, tous les films qui ont sorti, Furiosa ne parlait, ça avait été un flop total. Bike Rider, tu sais, le film de moteur qui est sorti dernièrement, on parle de 13 millions dans sa première fin de semaine, ça n'a aucun sens. Tout est en train de flopper. Une chance qu'il y a eu Inside Out qui a fait de l'argent, sauf que dès que c'est supposé d'intéresser à quelque chose, puis que le monde doit investir de l'argent, le monde n'y va pas, même si ça a l'air intéressant. Mais vu que tu payes déjà ton site de streaming, puis tu écoutes des trucs qui t'intéressent, si quelque chose tombe sur un trend négatif, tout le monde se lance dessus. Tu y as accès. Tu y as accès parce que tu n'as pas besoin de dépenser plus d'argent, puis tu vas embarquer dans le trend. Donc, c'est des séries qui ramassent un viewership que normalement tu ne devrais pas avoir parce que personne ne paierait pour ça. Mais vu que tu es déjà abonné et que tu as encore d'autres choses, ben tu embarques dans le moule. C'est une société de consommation sur ce qui sort. Ça veut dire le hashtag, encore une fois, règne maître de tout. Ouais, mais je veux dire, c'est l'état des choses. Mais c'est comme je te dis, oui, c'est l'état des choses que dans une société capitaliste, c'est pas rentable parce que tu vas, comme je te dis, tu vas faire une deuxième. Puis là, le capitalisme se répond par lui-même. Quand quelque chose n'est pas rentable, ça disparaît. Tu sais, les compagnies n'ont pas besoin de nous autres de donner cours d'économie sur comment gérer. C'est ça que je te dis, c'est parce que quand ils sortent une deuxième saison, ils s'annulent parce qu'ils viennent de perdre leur coût, le profit qu'ils viennent de faire, ils l'annulent dans la deuxième parce que personne va l'écouter parce que. Mais en même temps, ça dépend. Parce que, tu sais, il faut pas oublier, il y a une bonne partie du monde idiot aussi. Tu disais tantôt The Boys, les scénaristes. The Boys, là, ça n'a aucun rapport. La saison 4, c'est bien correct. C'est rien que là, il y a une partie du monde qui écoutait ça, qui comprenait pas que le show riait d'eux autres. Mais là, c'est tellement rendu loin puis on point. Ils sont fâchés. C'est ça que je dis, c'est parce que c'est parti. C'est parce que le monde va pointer sur des points qui veulent. Parce que même dans saison 4 de The Boys, il y a un côté qui est pathétique parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'il y a un petit pourcentage du monde qui écoute cette série-là. Qui pensait qu'Homelander c'était le héros. Pour de vrai, là. Il y a du monde qui était convaincu que Homelander était quelqu'un qui était incompris puis que c'est lui le héros de la série puis qui est arrivé dans le 4e épisode, ben. Mais pourtant, il me semble que dans la première saison, c'était pas mal clair que ça allait pas bien dans sa tête. Ouais. Puis là, ils sont fâchés. Puis là, Frenchie, il y a un chum. Là, depuis quand il est gay? Depuis toutes les autres saisons. Il sortait avec un gars et une fille 2 saisons avant. Il a toujours été bisexuel. Puis là, le monde font une fixation sur le fait qu'il y a un chum. C'est plutôt triste. Ouais. Sur ça, avez-vous des poisons? Ça devrait, ouais. Qui commence? Something is killing the children. Hey, c'est vrai, c'est rendu où ça? J'ai arrêté le 3. 7 ou 8. 7. Ben ouais, j'ai du retard à prendre. On est dans le fond. Parce que là, je t'arrête de terminer le deuxième hardcover qui est comme l'équivalent du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en TP, dans le fond. On continue à suivre Erika Slaughter qui là s'est défait de
sa maison, puis elle continue à aider des jeunes en essayant de pas se faire rattraper dans le côté politique de la chose. C'est encore aussi génial, aussi trash, aussi bien écrit. Ils ont fait une erreur en... je sais qu'ils ont essayé de faire un Expand Universe, là, ça a-tu marché? Ben, j'en parlais avec Jean-Nic la semaine passée. Le problème de l'Expand Universe, c'est parce que tu te rends compte que l'auteur est tellement profond dans son knowledge puis tout ce qu'il a créé, c'est que il a même sorti une espèce de petit volume de compendium qui parlait des maisons. Moi, je pensais que ça allait être une BD, mais c'est du texte environ à 2000 mots par page qui expliquerait chacune des maisons. Oh boy, c'est que c'est très compliqué, puis quand tu lis les autres hors-séries, ils parlent des guerres qui étaient à l'interne des maisons, tu te rends compte que c'est fucking compliqué, mais au moins que tu lis la série principale, ouais. Quand tu as le knowledge que tu as lu ce qui est à gauche, tu essaies de comprendre puis tu t'y perds. Mais si tu fais juste lire la série principale, dans le fond, ton cerveau est tellement allégé de toutes ces lourdeurs-là que tu es capable de le lire. Puis moi, personnellement, si tu veux juste lire la série pour avoir du fun, touche pas aux hors-série parce que tu vas trop essayer de comprendre des choses que tu n'as pas besoin de comprendre. Puis c'est pas mauvais, tu lis, là, tu comprends que telle famille sont de même, là, tu découvres un nouveau personnage, mais là, tu es comme tout le temps stressé de dans quoi, comment ça va s'imbriquer, genre, avec le reste, là, c'est important. Mais genre, là, le deuxième hardcover, tu sais, la série continue avec Erika, puis là, c'est comme, tu t'en fous, t'as pas besoin d'avoir ça autour. Du moment que tu ramènes ça à quelque chose de simple, à tuer des démons, des monstres, des enfants, puis que tu mets une couple de personnages traumatisés par ça, c'est fine. Puis les autres maisons veulent la tuer parce qu'il a créé son camp, puis tu sais, si on peut voir que ça va avoir du fun, mais si tu veux vraiment t'impliquer dans l'histoire, puis t'intéresses, va chercher ce qui t'alentoure. Si tu veux juste avoir du fun, puis là, l'histoire principale, je te le conseille. Alors? Je vais y aller. J'avais parlé l'année passée de My Adventures with Superman. La deuxième saison vient de commencer dernièrement. Sérieusement, cette série-là, elle a gagné au niveau scénaristique. Jusqu'à là, je trouve ça meilleur que la première saison parce que l'histoire est mieux écrite. Puis, tu sais, t'as plus besoin de découvrir les personnages. Sérieusement, là, cette série-là, c'est du génie. Superman, là, c'est presque. Tu sais, c'est parce que les personnages, c'est presque des adolescents au début de l'âge adulte. Tu sais, ils ont peut-être à peu près 19-20 ans. Ultra jeunes. Tu sais, Lois, c'est une jeune reporter qui était presque juste une interne qui a la première saison commencé, puis a fait son chemin tranquillement pas vite. Et Clark, lui, c'est juste un imbécile qui découvre la vie, puis qui trouve que tout est beau, puis qui croit que tout est possible et que l'humanité est capable du meilleur. Puis c'est un grand naïf qui croit que tout est bon dans cette série-là. Et tu le vois dans sa face puis dans ses yeux, lui, c'est parce que il est sûr que tout le monde est bon puis tout le monde peut l'être puis quand quelque chose le frappe en pleine face, tu vois qu'il est toujours surpris parce qu'il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et là, dans la deuxième saison, son père, il apprend, là, l'hologramme, que sa cousine est encore vivante. Puis il veut la retrouver. Puis il y a un épisode qui se passe avec Lois, que ça va pas se faire sérieusement l'épisode où ce que ça chie avec sur le plan amoureux avec Lois, là, elle a des problèmes avec son père, là. Il montre pourquoi Lois, qu'est-ce qu'elle est à cause des relations qu'elle a avec son père, puis qu'est-ce que son père il a fait quand elle a grandi ça. Et sérieusement, l'épisode de 22 minutes, là, il y a une croissance du personnage qui est phénoménale pour un dessin animé pour un enfant. Là, ça m'a vraiment cassé. Mais pour en revenir, là, parce que Kara, quand Clark Kent la trouve, elle l'enlève, elle y casse la gueule direct par rapport avec. Et tu te rends compte que dans le fond, Brainiac l'a brainwashé, puis les planètes qui a servi, c'est elle qui est détruite. Mais elle est sûre qu'elle sauve les planètes. Oh, wow! Parce qu'elle est brainwashée totalement. Mais là, elle passe une couple de jours avec Clark Kent, que lui, il est trop calme, il est trop joyeux. Et il brise l'asservissement en même pas 3 jours parce que il est juste trop joyeux. Il dégage tellement une énergie positive, puis il est tellement plein d'espoir que... Qui a fait douter. Il a fait douter, puis à un moment donné, en retourne voir ses planètes parce qu'elle raconte qu'elle a tout débattu, puis... Mais cette série-là, c'est ce qu'on voulait sur Superman qu'on parlait tantôt au début de l'épisode. Ouais. C'est tout ça au grand complet. Ça présente un Superman que quand tu te croises, tu peux pas sortir de ta rencontre sans être touché puis te poser des questions. Fait comme, j'ai-tu fait des bons choix dans ma vie? Parce que je sais que ce gars-là allait, puis je suis pas sûr que je suis quelqu'un de correct. Puis lui, t'as pas le choix de te comparer puis de dire, je peux être quelqu'un de mieux. Et c'est l'essence même de Superman. C'est ça, c'est supposé être ça. Et ils l'ont vraiment maîtrisé. Mais sérieusement, lancez-vous dans cette série-là. C'est des saisons d'à peu près 10 épisodes. C'est du 22 minutes, là. Allez voir ça. Et les couleurs sont géniales. La qualité d'animation, je la trouve presque meilleure qu'Invincible d'une certaine façon. Mais ça vaut vraiment la peine. J'y pense. Là, 10 épisodes, c'est plus encourageant que 24. Là. Ouais, ça se passe tout ça. Ça coûte comme un charme. C'est vraiment le fun. T'as de la misère. Si c'est la saison, surtout le grand complet, tu seras même pas capable d'arrêter. Tu vas te lâcher en une soirée.
Et tiens, je vais terminer moi avec le mien. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne. Des retours pour une trilogie spéciale, comme il l'appelle. Il en avait fait une avec l'Empire romain. La chute de l'Empire romain. Il n'a pas fait aussi avec Révolution française. Il en a fait une sur la Révolution française. Et il vient tout juste d'en sortir une il y a quelques semaines sur la préhistoire. Et je lui lève mon chapeau. Parce que faire de l'histoire avec de la préhistoire et pas de date, pas de personnage, pas de... C'est pas facile. C'est pas évident et il réussit. En particulier son 3e épisode où on tombe plus vraiment dans la préhistoire, mais dans les premières civilisations pré-égyptiennes. Tu sais, un peu avant l'Égypte antique, puis un peu avant la Grèce, puis un peu avant que ça décolle pour décoller. Ouais, là. Les grandes civilisations. Les grandes civilisations, puis c'est vraiment intéressant. On en apprend tout le temps beaucoup. La recherche est toujours impeccable. C'est toujours aussi drôle. Vraiment, là, je sais pas quand est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va pogner le fond à un moment donné, tu sais? Parce que si j'ai une chose à lui reprocher, c'est que des fois, il en prend tellement large qu'il s'enlève de futurs épisodes. Ouais. Et là, tu te dis, shit, il aurait dû couper son cours et revenir. Ouais, à peu près comme qu'il a fait des top 10 puis tu te rends compte qu'il passe 3-4 siècles dans le temps. Ouais, je te donnerais un des bons exemples, c'est l'Empire romain. C'est super génial que ce soit une trilogie. Mais tu sais, Néron à lui seul aurait pu être un épisode. César et la guerre civile aurait pu être un épisode à lui seul. Puis tu sais, des fois, il prend des événements très, 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 très précis. Puis, tu sais, la famine en Ukraine, exemple, est un bon exemple de ça. Il prend la famine en Ukraine, mais dans le fond, c'est son prétexte pour nous parler de la révolution russe au grand complet, là. Fait que là, il passe de Lénine jusqu'à la... Puis là, tu te dis, shit, il est en train de brûler plein de belles cartouches, tu sais. Fait que je me demande jusqu'où, tu sais, l'histoire étant l'histoire, il y a toujours quelque chose à raconter, mais je trouve que des fois, il prend le tournant trop large, tu sais, puis je me dis, tu sais, oui, il a fait une bonne joke de tel personnage, mais il vient de brûler ce sujet-là. Tu peux toujours y retourner puis faire une référence à... Puis... Littéralement, là, mais sur la préhistoire, c'était audacieux, c'était pas facile. J'ose même pas imaginer quel genre de recherche il a dû faire là-dessus, parce que ça devait pas être facile, mais c'est très bien fait. Disponible actuellement sur le site audio de Radio-Canada, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est sur audio de Radio-Canada au début exclusif, puis après ça tombe dans toutes les autres plateformes, là, sur Balado, sur podcast, mais ça vaut la peine de se taper ça. C'est sûr que là, il est beaucoup dans le format 44 minutes. Hein. Des fois, c'est long. 3 épisodes en plus, 44. Mais c'est long. Moi, je les écoute en cuisinant. Là. Ça fait que ça passe bien. Puis des fois, 47 minutes, je l'écoute pas au complet. Je vais faire 22 en faisant quelque chose le lendemain. C'est ça. Mais pour vrai, ça vaut la peine. Fait que si ça vous intéresse, la préhistoire avec Charles Beauchesne. D'accord. Hey, merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.